Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Malakoff est le logiciel libre, d'une veille active et opérationnelle au Big Bang des outils collaboratifs. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Dark Pattern et La cause du peuple. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 2 juillet, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Super, merci. Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par une pituite de Luc, chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Aujourd'hui, la rediffusion de la chronique du 28 mai, Dark Pattern. On se retrouve dans 4 minutes en direct sur Cause Commune, la voix des possibles. J'ai découvert avec un certain plaisir que l'Europe s'attaque de nouveau à Meta. L'Europe lui reproche cette fois-ci ces Dark Patterns qui insidieusement génèrent de la dépendance. Elle s'inquiète particulièrement des effets sur la santé mentale des plus jeunes et se demande si, des fois, Meta ne ferait pas tout le nécessaire pour protéger leur psychisme. Toujours pour protéger notre précieuse jeunesse européenne, les Pays-Bas ont infligé une amende pas très haute non plus à Epic, l'éditeur de Fortnite. Là aussi, ce sont ces dark patterns qui ciblent les enfants qui sont mis en cause. Ce n'est pas une première, en 2022, les États-Unis alignaient l'éditeur pour sensiblement les mêmes raisons, à hauteur de 500 millions. Les Néerlandais arrivent 2 ans plus tard avec une prune ridicule d'1,1 million. Ils comptent sans doute sur l'effet comique de leur démarche pour faire rigoler les VP d'Epic et obtenir gain de cause à la pitié. Mais ce n'est pas tout. Un groupement d'associations de consommateurs européens, le BUC, attaque également les dark patterns. Cette fois, c'est Temu, le site marchand chinois, qui est sur le grill. Les dark patterns se retrouveraient-ils soudainement en pleine lumière ? Pour les situer un peu, il s'agit de dispositifs destinés à manipuler l'utilisateur afin qu'il fasse telle ou telle chose, en général dépenser plus de fric. Les dark patterns sont protéiformes et appliqués dans des domaines différents. Ils peuvent consister en un gros bouton super visible pour accepter tous les cookies, alors que pour les refuser, il faut cliquer sur un petit lien discret. Ils s'appliquent volontiers dans le commerce, avec des promotions bidons qui affichent des prix barrés délirants qui laissent croire qu'on fait une super affaire, ou encore un compte à rebours de validité de l'offre qui débouchera sur le même résultat qu'une tentative de lancement de la capsule Starliner de Boeing. Ça peut également être une inscription validée en un battement de cils, mais une désinscription dont la procédure est cachée au fond d'une crypte, gardée par des ghouls affamés, nécessitant d'expédier par pigeon voyageur, assermenté, une lettre signée de son propre sang et cachetée à la cire. On trouve des dark patterns partout, l'imagination des marketeurs et commerciaux qui défèquent ce genre de fonction est sans limite. Je connais des power users de systèmes privateurs qui s'en accommodent bien. Ils savent éviter les choses trappes. J'en connais beaucoup d'autres qui ne sont pas câblés pour ce genre de choses et qui se font avoir. À l'époque où j'usais mes cordes vocales sur les stands de l'April, j'ai souvent expliqué qu'un des agréments de GNU Linux et du logiciel libre en général est la tranquillité d'esprit. Les utilisateurs des GAFAM ne savent pas ce que c'est que d'allumer un PC ou un téléphone en toute quiétude. C'est comme rentrer chez soi, enfiler ses pantoufles et se détendre. Sauf bien sûr si on a connu Ubuntu avec sa recherche Amazon intégrée. Alors que les dark patterns, ce serait plutôt comme rentrer dans le logement qu'on partage avec une personne toxique qui nous applique une pression constante, mais avec laquelle on vit depuis tellement longtemps qu'on n'en a même plus conscience. Le terme dark pattern a émergé dans le monde du numérique, mais il n'en est pas du tout un monopole. Qu'on examine la façon dont est organisée la grande distribution, c'est du dark pattern dans le monde physique. L'organisation de l'espace du magasin, les têtes de gondole, les prix, tout est pensé pour piéger le client. En politique également, j'ai personnellement eu à subir un dark pattern éculé consistant à faire barrage à l'extrême droite en votant pour des gens qui se sont consciencieusement attachés à la faire monter. Si les dark patterns sont la norme, alors peut-être que leur invocation contre un acteur économique est un prétexte pour aller taper arbitrairement sur un acteur qui nous déplaît. Par exemple, en Inde, Temu n'est pas un problème, c'est Amazon qui est attaqué. Et donc cette attaque contre Temu me chagrine particulièrement. Il faut voir à long terme et travailler sa note sociale tout de suite en prévision du moment où nous plierons le genou devant l'empire chinois. Ainsi, je veux bien croire que Meta ou Epic mettent en œuvre des dark patterns, mais Temu, non.
J'aimerais pouvoir invoquer le rasoir d'Unlon, selon lequel il ne faut pas attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par la stupidité. C'est un outil puissant. Grâce à lui, on peut se laver du soupçon de tous les coups pourris à condition de jouer au débile. Mais affirmer que les gens de Temu sont stupides risque de ne pas améliorer ma note sociale. J'affirme donc que Temu œuvre pour notre bonheur et notre bien-être. Ce n'est rien de moins que la Pax Sinica qui nous est proposée, et si les moyens mis en œuvre pour nous faire sauter le pas ressemblent à des dark patterns, c'est pour mieux nous faire sortir de notre caverne de Platon, afin d'entrer directement dans celle d'Ali Baba. De retour dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, c'était la pituite de Luc sur les thèmes des dark patterns, une chronique enregistrée le 28 mai 2024. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'histoire du logiciel libre à Malakoff. Avant cela, nous allons écouter Fascists par Moma Swift. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. You hear it in the supermarkets, you hear it on the bus, you hear it in the coffee shops, you hear it down the park, you hear it at the hairdressers, you hear it where you work, you hear it everywhere, so it's no wonder you repeat the words. Immigration is stealing our jobs, immigration is getting us robbed. It don't matter that you're human or that you've got mouths to feed. Immigration is not benefiting me. So you hear about the casuals or about the EDL, Britain first, the patriots are your local infidels. These racists claim they're heroes and you're liking what you hear. Your hatred is collective, you're a fascist, I'm from here. And you say immigration is converting our children, immigration is perverting our women, and anyone who disagrees is coward lefty scum. Immigration, go back to where you're from. So today is your big day out, you pile on the bus. You're pissed before midday, there's already been a punch up. Flags out high and proud, but there's only 10 of you. Cause no one else wants to be a fascist twat like you. From around the corner you already know you've lost. Whether it's 10,000 marching strong or Antifa, Black Bloc, we've come out to show you that your fascism ain't welcome here. And you spend the day nursing your broken nose over a beer. And you say anti-fascists are destroying our country. Anti-fascists are brainwashing you and me. White traitors, a lot of them, dirty Heineken scum. Anti-fascists are ruining our fun. And we say anti-fascists remember history. Anti-fascists will not stop until we're free. From white power attacks on blacks, from refugees being sent back, from unwarranted arrests and raids, from walking home not feeling safe, terrorizing diverse towns, media scapegoating grounds. Anti-fascists don't stand down, anti-fascists won't stand down. Nous venons d'écouter Fascist par Moma Swift, disponible sous licence Creative Commons Attribution, CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'histoire du logiciel libre à Malakoff avec Corinne Mijon, DSI de la ville, et Grégory Gutiérrez, conseiller municipal délégué numérique et citoyenneté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm
bouton chat. Alors Corinne, Grégory, merci de vous être joints à nous. Vous êtes venus en studio, donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Nous avons longuement échangé en amont de cette émission pour préparer. Je pense ça va faire une très belle émission. En tout cas, je pense que ça plaira à nos auditeurs et auditrices. Alors je vais vous proposer de commencer de manière somme toute très classique par une présentation rapide de l'un et de l'une. Corinne ? Ok, bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc je suis Corinne Mijon, je suis directrice des systèmes d'information et du numérique à la mairie de Malakoff. Et depuis très longtemps déjà, puisque je suis arrivée à la mairie de Malakoff en 1987 et je vais la quitter définitivement au cours de cet été. Donc un parcours qui est un parcours de service public par choix, et un parcours dans l'informatique, par choix aussi, et en ayant parcouru un peu ces 30 dernières années de l'informatique mainframe au personal computer et à tous les outils qu'on a vu fleurir et dont on a besoin pour le développement des services publics, notamment post-décentralisation avec l'explosion des besoins des collectivités territoriales, pour pouvoir rendre le service de la meilleure manière pour les citoyens. Juste préciser que mainframe, c'est plutôt ce qui va être côté serveur, voilà. Et personal computer, les PC, voilà, c'est les ça. Ordinateurs. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir quelqu'un comme vous qui va pouvoir nous proposer un regard, on va dire, une perspective de long terme sur les évolutions, sur les questions qui ont traversé ces dernières décennies. Donc ce sera très intéressant, je pense, de vous écouter et justement rentrer dans les détails de certaines choses que vous avez évoquées. Et donc à côté de vous, Grégory Gutiérrez. Bonjour. Bonjour. Donc Grégory Gutiérez, moi j'ai 49 ans, je suis donc conseiller municipal dans la majorité à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. C'est la première fois que j'ai un mandat électif et je suis un vieux geek. Donc j'essaie d'allier les deux, la politique et l'informatique. Je pense que l'informatique est aussi une question politique. On est évidemment d'accord à l'April. Voilà, pour nous. Moi-même, je ne suis pas informaticien, je suis persuadé. Voilà, on fait du logiciel parce que c'est un sujet politique justement. Et on va reparler juste après un peu plus en détail de votre parcours, qui est intéressant et qui, je pense, qui va éclairer aussi nos échanges. Peut-être aussi, enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire, est-ce que vous pourriez présenter un peu Malakoff aussi, que ce soit en termes de démographie, d'histoire politique. Voilà, on sait que ce qu'on appelle une ville rouge, entre guillemets, voilà, qui a une histoire aussi politique connue de ce point de vue-là. La démographie, combien d'ordinateurs au sein de la DSI, voilà, qu'on ait une idée un peu. Ok. Je commence, Grégory ? Allez-y. Allez. Malakoff, c'est une ville de la petite couronne parisienne, donc c'est 30 000 habitants. C'est une ville qui a une tradition ouvrière, qui a une représentation à gauche et d'union de la gauche aujourd'hui, avec les composantes de la gauche. C'est une ville qui s'est, dès l'après-guerre, beaucoup marquée sur le développement des services publics, et notamment avec deux grands axes, en tout cas, qui perdurent encore aujourd'hui, autour de l'éducation et autour de la santé. On a par exemple un très gros centre municipal de santé avec énormément de spécialités, un service d'imagerie médicale, donc voilà, des services qui n'existent pas partout, que ce soit en région parisienne ou évidemment en région. Donc des services publics assez développés, la plupart en régie directe. Donc pareil, avec un choix de garder la régie directe le maximum possible. Et puis au niveau plutôt côté numérique et informatique, on a à peu près entre 6 et 700 postes, ça dépend si j'intègre les écoles dedans ou pas. On a 15 écoles, 7 maternelles, 6 élémentaires pour donner un petit peu de collège. Parce que on rappelle que c'est les municipalités ont la charge des écoles voilà, jusqu'au tout à fait, et y compris de l'informatique. L'éducation nationale n'investit pas dans l'informatique, elle investit dans la pédagogie, mais pas dans les moyens. Et donc les collectivités de la strate des mairies financent les bâtiments, mais aussi le matériel. Et donc dans ce cadre-là, il y a effectivement eu le plan informatique pour tous fin des années 80, et ensuite l'informatisation de l'aspect administratif puis pédagogique dans les écoles, auquel chaque mairie a eu son propre plan de développement, dans le cadre de la liberté de chaque territoire, et donc les services municipaux qui sont informatisés avec des applications métiers qui correspondent
sur le côté vertical, à, on va dire, une quarantaine de métiers différents, ou de besoins fonctionnels différents. Et une mairie, c'est pas simplement un logiciel de facturation, un logiciel RH, un logiciel de finance. Une mairie, c'est des espaces verts, c'est des ateliers municipaux, c'est voilà, pour nous un centre de santé, donc de l'informatique médicale, c'est de l'administratif, c'est l'état civil, c'est des affaires sociales. Donc on a un panel d'usagers, de citoyens et donc de besoins à couvrir, et donc derrière de donner les outils et les moyens qui correspondent aux besoins pour les services, pour pouvoir instruire la demande de l'usager et le service rendu. Parfait, vous avez déjà devancé la question suivante, d'essayer de nous décrire un peu ce qu'est une DSI, etc. Et en fait, vous venez de nous préciser, voilà, en quelques mots, donc ce que c'était. Voilà, le périmètre, c'est à la fois, en tout cas dans le périmètre de Malakoff, de ma DSI, c'est-à-dire le périmètre que j'ai moi. Je précise DSI, c'est Direction des systèmes d'information, excusez-moi. Donc le périmètre, c'est à la fois informatiser les services municipaux, c'est-à-dire avoir des grands choix stratégiques d'informatisation métier, mais aussi évidemment transverses, des outils de collaboration, on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi tout ce qui est autour des écoles, dans le cadre de l'informatique administrative et pédagogique des écoles, et un autre axe de ma direction, qui est propre en tout cas à Malakoff, que j'ai porté avec ma collègue de la direction de la vie sociale et des quartiers, c'est aussi l'inclusion numérique, quelque chose auquel je suis particulièrement attachée. Et on prendra le temps d'en développer en fin d'émission. Après avoir parlé de l'histoire du logiciel libre à Malakoff, on a bien décidé, on avait convenu d'en parler, parce que je trouve que c'est un sujet effectivement qui est très important. Grégory, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose ? On peut dire que Malakoff est une des rares villes encore à gauche dans les Hauts-de-Seine, qui est un territoire où on a beaucoup de municipalités qui sont plutôt à droite. Donc c'est une des dernières villes qui tient encore de ce côté-là. Et donc c'est aussi un lieu d'expérimentation sociale, sociétale, où l'ESS est très présente. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, merci. Voilà, donc on est dans un écosystème assez particulier à Malakoff au sein des Hauts-de-Seine. Entendu. Alors c'est vrai que ce n'est pas le logiciel, pas qu'un sujet des partis de gauche, mais c'est vrai que traditionnellement, historiquement, c'est plus souvent des municipalités à gauche qui ont plutôt eu tendance à porter le logiciel libre, donc c'est pas non plus complètement anodin que ce soit aussi le cas à Malakoff. C'est quoi, alors peut-être que vous l'avez dit, mais la population à Malakoff, c'est 30 000 habitants. 30 000 habitants. Sur voilà. 2 km² de superficie. Donc, très haute densité humaine. Alors on va revenir vers vous, Corinne, on reviendra ensuite vers Grégory, parce que Grégory, vous avez été élu en 2020, en plus dans un contexte, on se rappelle 2020, voilà, contexte du Covid. Mais avant cela, on va rester peut-être avec Corinne, parce que vous avez dit que vous êtes arrivé en 1987. Vous m'avez expliqué que voilà, en plus, quand vous êtes arrivé, vous avez plus ou moins ou même complètement mis en place cette direction des systèmes d'information. Et je trouve intéressant dans ces parties de comment on envisage ça, comment on envisage finalement ce métier. Alors 1987, c'est pas exactement le même contexte, on va dire technologique, mais bon, l'informatique est déjà quand même assez présente. Je précise d'ailleurs, 1987, le logiciel libre, le mouvement a été commencé autour de 1984. C'est là où les premiers fondements ont été réfléchis et posés, notamment par monsieur Richard Stallman aux États-Unis. Donc voilà, on a fait aussi pour situer cette période. Donc voilà, vous arrivez à Malakoff en 1987 et votre tâche est donc de monter une DSI. Voilà, une de mes tâches au début, parce qu'en fait c'était le tout début dans les collectivités territoriales qu'on parle de l'informatique. Donc en gros les missions qui étaient gérées par des gros systèmes à l'époque, c'était la gestion du fichier électoral, la gestion de la paye et la gestion des finances. Donc en fait il y avait un mini-système avec un terminal à la paye, un terminal aux élections et un terminal aux finances. Enfin quand je dis un terminal, c'est un ou deux terminaux, c'est pas le nombre qui est important. Donc en fait, c'est ces fonctions-là qui étaient informatisées parce que il faut se remettre dans l'histoire, c'est-à-dire que les mairies n'avaient pas autant de compétences qu'elles n'en ont eu après les lois de décentralisation. Donc là, moi, j'arrive dans un contexte. Et je finis mes études et je rentre dans la fonction publique par choix, fonction publique territoriale, au moment de la mise en œuvre des lois de décentralisation qui donnent des compétences larges aux collectivités territoriales et particulièrement aux mairies. Et donc, au travers de ces nouvelles compétences, développement des services publics, et du coup, qui dit développement des services, dit derrière développement des outils pour pouvoir rendre le service.
Donc, c'est le début de l'informatique personnelle, l'informatique qui sort des gros systèmes. Donc, j'achète les premiers personal computers pour pouvoir commencer à faire de la bureautique. Il n'y a pas encore d'accès Internet, tout ça n'existe pas encore. En tout cas, pas d'accès Internet démocratisé et accessible financièrement. Parce qu'on est aussi au tout début du web, d'ailleurs. Voilà, au tout début du web, voilà. Et donc, on passe par un choix un peu stratégique de mettre pas à pas en place l'informatique, orienté métier, et en travaillant d'entrée de jeu sur ce qui va me guider tout au long de ma carrière, à quel besoin correspond, quel besoin j'ai et quels usages. Et en face, je vais regarder quels sont les outils qui me correspondent pour rendre correctement le service. Tout en ayant en tête le respect, la structuration des données, le respect des données, la protection des données. Et puis, en essayant de faire assez vite des ponts entre la possibilité d'interagir avec les outils le plus possible. Voilà. Et moi, j'ai trouvé cette approche, cette réflexion dès le départ basée sur les besoins, sur les usages, en partant de ça. Je sais que souvent, quand on parle avec des personnes qui défendent le logiciel libre, cette vigilance et cette nécessité de point de départ est souvent présente. Elle se pose d'ailleurs aussi dans le contexte d'une conception plus responsable, plus durable de l'informatique. Ces questions sont vraiment centrales. Et lorsqu'on avait préparé l'émission, on m'avait aussi dit que très rapidement, vous avez une approche basée sur ce que vous avez dit, toujours garder un œil sur les alternatives. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est, y compris quand on traverse un petit peu toute cette époque de foisonnement, de solutions techniques, de foisonnement technologique qu'on a connu ces 30 dernières années. Moi, je me suis toujours posée avec toujours des moments d'œil extérieur pour regarder ce qui se passe et se réinterroger, mais ça c'est ma pratique, y compris managériale, toujours regarder ce qui se passe, prendre un peu de hauteur, faire le bilan, l'analyse, se dire, voilà, est-ce que j'ai mis en place correspond aux besoins, et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme autres outils autour qui pourraient nous permettre de rendre mieux le service. Toujours la question économique, parce que Malakoff n'est pas une ville riche, donc toujours la question économique au cœur. Et du coup, question des besoins, question économique et question éthique. C'est-à-dire que moi, ce qui a traversé ma manière d'aborder les sujets dans ma pratique professionnelle, tous les volets de ma pratique professionnelle, c'est toujours de reposer la question éthique en permanence. C'est-à-dire, si je vais là, je fais toujours une pondération. Une pondération, voilà. Une pondération entre ce que je suis obligée de faire en termes d'outils ou de mettre en place et ce que j'aimerais faire pour rendre le service plus facile pour l'utilisateur et aussi pour l'usager. Très bien, très clair. Alors on avance un peu dans le temps. Vous m'avez dit que vers 2010 et à nouveau en 2014 sur un autre sujet, mais il me semble très lié, c'est posé la question de la dématérialisation. C'est que c'est une période où la question était non seulement à la mode politiquement, mais qui avait un sens aussi à l'envisager. Donc c'est question de la dématérialisation interne. En 2014, vous aussi parlez du cartable numérique des élus. Je pense que ça participe de la même trajectoire. Est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu, nous réexpliquer pour les personnes qui ne sont pas familières de cette notion de la dématérialisation, même si je pense qu'elle est assez connue maintenant, mais ça fait jamais de mal de reposer les définitions. Et nous parler peut-être de quelles questions vous avez dû vous poser à ce moment-là. Alors, vraiment un sujet, pour moi, c'est une époque charnière. C'est-à-dire qu'on a les années 90, 2000, 2005 par là, où on est dans l'explosion des besoins des collectivités territoriales, les nouveaux services qu'on rend à la population, etc. Donc on est dans une logique métier, on est dans une période où les éditeurs développent des produits spécifiques aux collectivités territoriales parce qu'on a des besoins spécifiques. Donc on est dans cette informatisation métier, versant vertical métier. Et assez peu d'outils collaboratifs, assez peu d'outils transverses. J'enlève la messagerie, je la mets de côté, elle commence autour des années 2000 à vraiment se développer.
Donc, la collaboration, enfin, l'horizontale, c'était que la messagerie. Les accès Internet, au début, c'est un point d'accès par service ou par direction. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça monte petit à petit. Et donc, moi, je vois un point charnière qui est important dans les années 2010 parce que les services de l'État commencent aussi à être bien informatisés. Et donc, dans les relations avec les collectivités territoriales, on a des relations importantes avec les services de l'État. Soit côté finance, soit côté préfecture, évidemment. Et au travers de ça, il y a des besoins de dématérialiser les flux. Au travers de la dématérialisation des flux, la réflexion, elle est dans d'abord la dématérialisation des flux internes et comment on va dématérialiser vers l'extérieur. Et donc, dans la réflexion, moi je me dis, ce sujet-là, il est transverse, je ne peux pas l'attraper de manière verticale. Et et avoir des choix qui me sont imposés par la partie éditeur métier, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le choix. Là, je me dis, c'est des sujets transverses. Il faut que je regarde vraiment les solutions qu'il y a sur le marché. Et surtout, comme j'ai toutes mes briques verticales, qui sont différentes, qui sont globalement construites avec les mêmes outils, parce que c'est une époque, une grosse base de données, même système d'exploitation, etc., mais qui sont issus quand même d'environnements différents. Je me dis, il faut d'entrée de jeu que je travaille sur l'interopérabilité, parce qu'il va falloir que je fasse communiquer toutes ces briques. Et du coup, à partir du moment où se pose la question de l'interopérabilité, assez vite, on fait le choix de regarder ce qui existe en dehors des systèmes propriétaires. Et peut-être que ça peut être important, parce que quand on défend le logiciel libre, cette question de l'interopérabilité, elle nous est chère, et on dit des formats ouverts notamment, qui sont des garanties structurelles d'interopérabilité, mais c'est pas forcément une notion qui est simple à appréhender, notamment pour les personnes moins familières. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de la définir ? Alors, l'interopérabilité, c'est la manière de faire communiquer des systèmes d'information avec des outils développés dans des langages différents ou dans des systèmes d'exploitation différents ou dans des univers différents. Voilà. Très clair. Et à distinguer de la compatibilité, là, c'est vraiment l'ouverture et la connaissance des spécifications techniques qui permettent d'assurer ce dialogue. Et Grégory, en préparant, vous m'avez dit, j'ai bien compris à quel point ce sujet aussi vous était cher d'un point de vue politique. Et peut-être, je crois que vous auriez peut-être aimé justement partager votre grille de lecture sur cette question de l'interopérabilité. Oui, cette question de l'interopérabilité d'un point de vue technique du numérique, c'est super intéressant. Enfin, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue d'utilisation du net et du numérique en général. Le pendant plus grand public, c'est la question, me semble-t-il, de la distinction à faire entre les données personnelles qu'on génère en utilisant les logiciels et les logiciels qu'on utilise pour générer ces données ou pour les retravailler après, quoi. Et c'est quelque chose qui était à peu près évident au début de l'informatique pour tous et de l'arrivée d'Internet, etc., et qui l'est plus du tout aujourd'hui, parce que on a des entreprises privées à but lucratif qui font leur beurre financièrement sur les données personnelles qu'on peut générer nous, et qui n'ont pas du tout intérêt à ce que vous créez sur ces plateformes, par exemple Facebook, par hasard, au hasard, puisse se retrouver sur d'autres plateformes. Et quand on regarde ce qui se passe du côté des alternatives ouvertes, libres, open source, etc., je pense par exemple au réseau social Mastodon, c'est super intéressant de voir à quel point la notion de données personnelles est très importante dans ces alternatives, parce qu'elles sont décorrélées de l'application ou du portail avec lesquels on les génère. Par exemple, si vous allez sur X, le réseau marchand d'Elon Musk, vous pouvez y publier plein de choses, mais vous pouvez pas publier ça ailleurs que sur X, à part en partageant, en faisant des petits partages à droite à gauche en privé. Mais ce que vous partagez sur X, vous pouvez pas le voir facilement sur Facebook. En tout cas, ce sera pas mis en avant. Alors que quand vous êtes sur le fait divers, sur Mastodon par exemple, vous pouvez avoir plusieurs applis différentes pour générer votre contenu, ou pour le lire, ou pour le partager avec d'autres portails de la même galaxie du fait divers. Parce qu'ils partagent un protocole, et donc on sait que le logiciel de partage de vidéos PeerTube va pouvoir fonctionner, exactement, communiquer et permettre en fait... Ou avec PixelFed, qui est un équivalent d'Instagram, etc. Il y a plein d'exemples. C'est même, et en fait, redécouvrir tout simplement ces usages-là,
ça permet de se rendre compte que, ah bah oui, en fait, ces données-là, les photos que je publie, les informations, les avis que je donne, pour peu qu'ils soient un minimum pertinents, etc., ils sont indépendants, ils doivent être indépendants de la société qui me permet de les exprimer sur le web. En tout cas, c'est un choix qu'on peut faire. Et je trouve que c'est un choix qui est beaucoup plus rassurant au final, notamment du fait que le numérique et les réseaux sociaux ont pris une telle place dans la société et en particulier au niveau démocratique. Qu'on le veuille ou non, le numérique est super présent aujourd'hui et on a plein de chaînes de télé ou de radio qui regardent quelles sont les tendances de Twitter du moment, enfin de X, pardon, pour décider de quels seront les sujets de leur programmation dans la journée. Donc c'est super, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux sont très importants pour rythmer la vie publique et le débat démocratique. Et ça peut pas se faire dans de bonnes conditions si c'est fait par l'intermédiaire d'outils développés par des entreprises privées. Je pense que vous avez dressé un bon portrait des enjeux, notamment autour de cette question de l'interopérabilité. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on entend régulièrement, et je trouve toujours bien de se rappeler concrètement ce que ça veut dire et quels sont les enjeux qui s'y attachent. Et pendant que vous avez évoqué, je crois rapidement, c'est du cloud, voilà, c'est sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est une forme de dématérialisation. Et là, pour le coup, qui est plus pernicieuse parce qu'elle nous dépossède, alors qu'on voit aussi, il y a d'autres cas, et là c'était le cas, pour revenir un petit peu à ce fil historique de Malakoff, on voit aussi quel bénéfice au début ça a pu commencer à s'installer. Donc voilà, vous avez travaillé sur cette mise en place. Donc on a travaillé sur cette mise en place de la dématérialisation avec des acteurs du logiciel libre. Qui sont aussi en scope, enfin qui étaient à l'époque en scope, etc. Donc voilà, il y a une démarche un peu différente, démarche de mutualisation sur l'ensemble, un ensemble de collectivités qui étaient dans la même communauté d'agglomération. Donc on avait d'entrée de jeu l'idée de se dire entre ces 4 collectivités à l'époque, on a des besoins communs. On fait le choix de travailler sur l'interopérabilité et y compris potentiellement de pouvoir réfléchir peut-être à des partages qui vont plus loin que la collectivité. Mutualisation, partage de stockage, partage de licences, etc. Financier. Donc tout ce qui est en fait le modèle alternatif du logiciel libre. C'est-à-dire mutualisation, partage, interopérabilité. On a toute la terminologie là de cette philosophie et cette éthique un peu différente. Et c'est vrai que sur les outils transverses, faire ce choix-là, stratégiquement parlant, pour moi, c'était un choix majeur. C'était vraiment un choix majeur à ce moment-là, parce que ça permettait de donner la direction dans un certain sens. Et effectivement, en 2014, avec la maire de l'époque, je lui propose de dématérialiser complètement les travaux du conseil municipal jusqu'au jour du conseil municipal, avec ce qu'on a appelé le cartable de l'élu, c'est-à-dire l'outil, alors qui est un outil de type tablette de grands fournisseurs du marché, mais avec une application qui est développée complètement, pour laquelle d'ailleurs on est bêta-testeur à ce moment-là. Voilà. Donc la maire me dit à l'époque, banco, on y va, et dès le premier conseil de ma mandature, et c'est incontournable. Et là, c'est une notion sur laquelle je reviendrai peut-être après. D'accord. C'est comment, à un moment donné, on fait la différence dans la conduite de changement. Et là, ça a été un point très important, parce qu'on est toujours avec les mêmes outils aujourd'hui pour cette mandature 2020-2026. Et voilà, ça fonctionne, et tout le monde en est content. Et comment vous travaillez à cette époque avec les élus? Alors vous avez dit la maire vous fait confiance, elle vous dit banco, allez-y. Est-ce que vous avez dû convaincre, notamment, on sait que souvent dans les arbitrages, certaines personnes politiques, mais bon, ça peut s'entendre par ailleurs, préfèrent quelque part le côté rassurant des marques connues, des grands éditeurs. On connaît, on fait comme on connaît. Est-ce que ça a été difficile pour vous de convaincre? Alors, c'est toujours difficile de convaincre, mais ça, c'est notre travail en tant que DSI. Parce que quand on fait des choix stratégiques, il faut toujours convaincre. Après, la conviction, bon déjà il faut être convaincu soi-même, mais la conviction, elle a été sur 2 axes. En fait, sur la partie choix politique et éthique,
et la partie choix économique, parce que de toute façon, à un moment donné, le fait de poser la question économique, et pas parce que c'est un modèle gratuit, parce que rien n'est gratuit, et il y a forcément, on a eu des frais de mise en place, de licence, etc. Mais par contre, le fait de poser l'enjeu comme on n'est pas pieds et poings liés sur une solution technique qui fait que licencier, comme on l'a pour d'autres applications dans les collectivités territoriales, parce qu'on n'a pas forcément le choix aussi, sont des arguments qui ont porté. Et à un moment donné, voilà. Le fait de toujours poser la question, y compris avec les élus, on a besoin de ça. J'ai besoin de fonctionner comme ça, j'ai besoin d'aller vers ça, et avec telle orientation stratégique, pour telle raison, voilà, on réussit pas toujours à convaincre, mais à ce moment-là, ça s'est fait. D'accord. Et ce que je comprends, c'est que vous étiez finalement, c'était vous qui étiez moteur un petit peu des propositions de changement. Il n'y avait pas un point de départ politique. C'était, même si votre approche peut l'être par ailleurs, mais en partie par ailleurs, mais voilà, c'est depuis la DSI que vous avez dû chercher à convaincre pour mener ces. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une feuille de route politique. Oui. Mais une relation de confiance sur la base de la traduction opérationnelle et stratégique côté numérique de la feuille de route politique. D'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas de conseillers ou de conseillères au numérique Alors, il y en a eu, il y en a eu, il y en a plus eu, il y en a re-eu. D'accord. Je pose moi la question parce que voilà, si on suit le fil de notre histoire, on arrive en 2020. Alors 2020, on y reviendra. Ça a été bien sûr l'année où a commencé le Covid, mais ça a aussi été une élection municipale. Donc Grégory, vous étiez sur la liste candidate et qui a gagné les élections. Vous êtes sur le mandat. Vous êtes à la délégation numérique et citoyenneté. Et déjà, je trouve c'est toujours intéressant parce que parfois on sait qu'il y a une liberté un petit peu dans la définition des mandats et parfois on a plutôt numérique et économie, etc. Là, je trouve l'association numérique et citoyenneté intéressant et je vous laisserai, je vous laisse d'ailleurs, voilà, nous en parler. Élaborer, tout simplement. Quand on a été élu, on m'a souvent posé la question de savoir pourquoi j'avais ce portefeuille-là numérique et citoyenneté, y compris de la part d'autres élus qui me disaient mais c'est quoi le rapport entre les deux exactement quoi. Et moi, ça me semblait évident que encore une fois, dans la vie numérique que l'on a aujourd'hui, qui s'impose à nous quasiment, c'était nécessaire que les questions de l'expression citoyenne passent forcément par des outils informatiques et par le numérique aujourd'hui, et que le rôle d'une mairie est de s'assurer, ou en tout cas d'expliquer aux gens pourquoi c'est important et quels sont les risques possibles, les dangers possibles, etc. Donc moi j'avais une approche assez qui se voulait, c'est peut-être un peu prétentieux, mais un peu de pédagogie sur le sujet. En 2020, on avait déjà beaucoup de débats sur les fake news, la désinformation qui sortait sur le net, sur plein de sujets, et notamment sur des sujets de démocratie. Là, il y a un dossier qui est sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai pas sous les yeux, sur les influences étrangères en France en temps d'élection, donc on est en plein dedans, notamment les ingérences russes qui passent par les faux comptes sur Twitter et ailleurs, quoi. Sur X, j'arrive pas à m'y faire, mais je vais y arriver. Et donc voilà, numérique et citoyenneté, c'était pour expliquer des choses très simples aux citoyens et citoyennes de Malakoff. La première étant, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle habituellement des données personnelles, qu'à mon avis, on peut tout à fait rebaptiser des informations intimes. C'est des informations vraiment intimes des personnes qui sont sur leur téléphone portable, dans les caches de leur navigateur sur leur ordinateur, etc. Donc cette question des données personnelles, cette question aussi du fait qu'un outil qu'on utilise sur son ordinateur, il n'est pas apparu comme ça par magie, il a été fabriqué. Selon quelles règles? C'est là qu'on arrive sur la question de logiciel libre, open source ou logiciel propriétaire, qu'on appelle aussi logiciel privateur de droit. Mais voilà, c'est des choses qui s'expliquent, qui ne sont pas évidentes. Parce que pour le grand public, quand on va acheter une tablette ou un ordinateur pour le gamin ou pour la grand-mère, je dis ça parce que moi ça m'est arrivé, dans une grande surface,
on se pose pas la question de ce qui fait tourner l'ordinateur. Il est vendu avec Windows ou avec Apple et point barre. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça existe, point barre. Très bien. Et alors, puisqu'on a parlé aussi, je trouve que votre parcours, parce qu'on n'en a pas encore parlé, est intéressant aussi parce qu'il va éclairer, je pense d'ailleurs la suite, il éclaire votre engagement vis-à-vis du logiciel libre. Hein. Vous arrivez déjà convaincu, d'ailleurs on en parlera plus tard, vous avez posé une feuille de route qui mentionne explicitement le logiciel libre. Le logiciel libre fait partie de votre histoire militante, je pense qu'on peut le dire ainsi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Jean, de votre parcours et notamment de la place du logiciel libre dans celui-ci ? Oui, alors... Je vous assure, je vais pas être très long sur le sujet, mais ça commence à la fin des années 80 quand j'arrive à convaincre mes parents qu'il faut absolument m'acheter un Amstrad CPC 6128. Pour les connaisseurs apprécieront. Voilà. Et que je commence à coder un petit peu pour faire des menus de jeux sur les disquettes que j'échange avec mes copains à l'école. Et ensuite, je passe sur un PC avec Windows 3.1. Je m'ennuie profondément là-dessus. Et à cette époque, alors je crois qu'on est tout début des années 90, il y a un magazine sur lequel je tombe dans une librairie papeterie, Linux Magazine, avec un CD-ROM pour installer. Je crois que c'était une distribution Mandrake à l'époque. C'est ça. Et donc je me dis, mais c'est génial. En plus, on m'explique que tout ça est ouvert et gratuit, que c'est des gens qui collaborent entre eux pour développer le bidule. C'est pas des entreprises, super intéressant. Donc voilà, personnellement, j'ai toujours testé des distributions Linux, même si j'étais pour le boulot, pour mes obligations d'adulte sur un Windows ou sur un Mac à certains moments. J'ai jamais totalement abandonné. Et dans mon engagement politique, donc moi je suis dans le parti des écologistes depuis 2010-2011, j'ai adhéré à ce parti en partie, notamment parce qu'il y avait une communauté de geeks à l'intérieur qui était déjà sensibilisée à ces questions-là. Et parce que la philosophie de l'open source à l'époque imprégnait même la réflexion politique. Je me souviens d'un édito, ça devait être en 2011 dans Le Monde. Je crois qu'à l'époque, c'était signé par Daniel Cohn-Bendit, sur le fait qu'il fallait réussir à faire de la politique comme on fait de l'open source, c'est-à-dire de manière collaborative avec tout le monde, de manière itérative. Et je trouvais que l'ANOS, c'était assez courageux de présenter les choses comme ça, mais que c'était super important pour la chose publique, pour la République. Donc je me suis lancé là-dedans. Dans mon parti, j'ai eu pas mal de fonctions en interne. J'ai notamment participé aux activités du comité des outils numériques de mon parti. Et à ce titre, en 2020, j'ai fait partie de ceux qui ont milité pour qu'on abandonne les messageries instantanées comme WhatsApp ou Telegram pour privilégier Signal. Parce que Signal, il y avait une encryption de bout en bout, un chiffrage de bout en bout des échanges. Au sein d'Europe Écologie Les Verts. Au sein d'Europe Écologie Les Verts à l'époque, ouais. Et chose qui avait été reprise à l'époque en interne. Donc il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui utilisent Signal dans le parti. Pas seulement, il y a des gens qui sont totalement réfractaires, qui disent mais WhatsApp ça fonctionne très bien, pourquoi est-ce qu'on passerait à autre chose ? Je dis quand on a un candidat à la présidence qui critique ouvertement Poutine, pendant qu'il y a une guerre à nos portes, c'est peut-être bien de ne pas utiliser Telegram dont les serveurs sont en Russie. On ne sait jamais, quoi. Avec une encryption qui n'est pas géniale non plus. Donc, ce genre de petits détails, peut-être qu'à un moment, ça peut jouer un rôle, quoi. Oui, dans un parti politique, on peut espérer une grille de lecture politique des sujets. C'est vrai que c'est tout. C'est pas évident. C'est pas évident non plus. Merci, je pense que ça éclaire bien, ça pourrait éclairer, savoir qui parle et d'où vous parlez et quelle connaissance, quelle place occupe le logiciel dans votre histoire. On va ensuite parler de la feuille de route que vous avez pu rédiger à votre arrivée. Avant cela, je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons écouter Peace Like a River par Luke Olzina. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Peace like a river in my soul, in my soul. I got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, in my soul. I got love like an ocean in my soul, in my soul. Love like an ocean in my soul, in my soul.
I got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. In my soul. Deep and wide, deep and wide, there's an ocean that's flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, there's an ocean flowing deep and wide. I got joy like a fountain in my soul. In my soul. Joy like a fountain in my soul. In my soul. Joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. In my soul. Peace like a river in my soul. In my soul. Peace like a river in my soul. In my soul. Well, I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. In my soul. Deep and wide, deep and wide, there's a river that's flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, there's a river flowing deep and wide. Nous venons d'écouter Peace Like a River par Luc Olzina, disponible sous licence Creative Commons 0, qui se rapproche le plus d'une session volontaire dans le domaine public. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu pour l'April et vous écoutez Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Nous discutons de l'histoire du logiciel libre à Malakoff avec Corinne Mijon, DSI de la ville, et Grégory Gutiérrez, conseiller municipal, délégué numérique et citoyenneté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et donc nous discutions effectivement de l'histoire du logiciel libre à la Malakoff. Nous étions rendus en 2020 et Grégory, date à laquelle Grégory a été élu conseiller municipal, comme je le disais, numérique et citoyenneté. Alors je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on a une question sur le web chat. Corinne nous expliquait qu'en 2010, il y avait eu toute question sur la dématérialisation. Sur le web chat, alors, faut que je retrouve mon onglet, voilà. Marie-Odile nous demandait, voilà, est-ce que vous avez été en contact avec Adulact? Et en préparant l'émission, il me semble que ça faisait partie justement, voilà, en très rapidement, mais voilà, effectivement, vous avez travaillé à l'Adulact oui, à voilà, ce moment-là. Complètement. En fait, j'étais en contact avec l'Adulact et on a travaillé avec l'Adulact projet, donc côté Adulact associatif, dans des sphères, je dirais, de réseau professionnel. Et après, on a travaillé avec l'Adulact projet, qui était l'intervenant sur le sujet de la dématérialisation open source pour les collectivités territoriales. Et je précise, effectivement, l'Adulact, c'est une association qui promeut le logiciel libre auprès des collectivités territoriales. Voilà. Et qui propose des solutions. Voilà, il y a deux branches, comme vous l'expliquez. Voilà, complètement. Et on est toujours dans la suite de ces premiers investissements et premiers engagements autour des produits développés par ce système-là. Voilà. Et merci Marie-Odile pour cette question. Effectivement, c'est une précision intéressante, parce qu'Adulact effectivement fait un travail important auprès des collectivités. Et heureusement, effectivement, qu'ils font ce travail. Donc voilà, 2020, Grégory, vous êtes élu. Alors, vous nous avez parlé de votre parcours, ce qui vous a amené un petit peu à cette appétence pour le logiciel libre. Et donc, vous avez porté une feuille de route qui part de logiciel libre. Si vous souhaitez élaborer là-dessus, et peut-être tout en répondant à la question, voilà, vous êtes élu au sein d'une majorité, donc pas seulement Europe Écologie Les Verts, une majorité de gauche. Oui. Quelle place occupe le logiciel libre? Alors, vous avez eu un mandat, c'est que quelque part, avec une feuille de route qui a été acceptée, donc c'est quelque part il a accepté, mais est-ce que c'était difficile de pousser le logiciel libre? C'était tout de suite soutenu? Voilà, comment... Alors, sans vouloir vous mettre en faux par rapport à vos collègues. Bien sûr. Déjà, un grand merci à la maire actuelle de Malakoff, parce qu'elle nous a demandé de rédiger des feuilles de route pour chacun des élus municipaux. C'est pas une obligation, ça se fait pas dans toutes les mairies. Et une feuille de route, ça engage. C'est-à-dire expliquer en quelques pages
tout au long de la mandature ce qu'on compte faire. Et ça reste. Les paroles ne restent pas, les écrits oui. Donc on peut toujours trouver ces feuilles de route sur le site de la mairie de Malakoff. Elles seront disponibles sur la page de l'émission, je précise, si quelqu'un veut les lire. Et donc la mienne, c'est moi qui l'ai rédigée entièrement et qui l'ai proposée telle quelle à la maire et à son cabinet, qui a dit bon ok, banco, on fait comme ça, c'est très bien, on te fait confiance et tout. Donc cette feuille de route, il y a 3 points principaux dedans. Il y a la lutte contre l'exclusion numérique, ce qu'on appelle aussi l'électronisme, qui touche entre 20 et 25% de la population en France quand même. Et pour s'apercevoir de ce dont il s'agit, et si vous avez une maman un peu âgée qui doit faire ses déclarations d'impôts sur le web, vous savez de quoi il retourne. Rien que ça. Je parle d'expérience. Mais ça touche beaucoup de personnes, des familles entières qui ont du mal avec l'outil informatique, ne serait-ce que parce que ça coûte cher à avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui soit rapide, etc. Mais aussi que quand on maîtrise pas super bien le français, par exemple, et pas super bien l'informatique, on est très vite complètement perdu. Donc ça, c'est un premier volet, l'inclusion numérique. Le deuxième volet qui est le développement autant que possible, l'encouragement au logiciel libre, open source, aux alternatives non privées, etc. Et le troisième qui est d'essayer de porter l'open data au sein de Malakoff et au niveau départemental. Il existe déjà un portail au niveau des Hauts-de-Seine d'open data qui est bourré d'informations super intéressantes. Mais comme beaucoup de portails open data, si on n'est pas soi-même un petit peu familiarisé de l'informatique, un peu geek sur les bords et tout ça, le grand public ne va pas sur ce genre de portail. C'est pas open data, c'est l'ouverture des données produites par les administrations. C'est ça. Et, non personnel. Non personnel, évidemment. Qui fait partie de ces exceptions à l'ouverture. Ouais. Voilà, mais par exemple, ça peut être très intéressant sur l'open data du département des Hauts-de-Seine. On a scanné de vieilles cartes du département d'il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, avant que ça s'appelle les Hauts-de-Seine, évidemment. Donc on a beaucoup de cartes numérisées, des cartes postales aussi des différentes villes, celles qui ont bien voulu se prêter au jeu et ouvrir leurs archives et les numériser. Et puis aussi des données beaucoup plus factuelles, le nombre de foyers qui touchent le RSA par ville, ce genre de choses, vous voyez. Donc il y a beaucoup le nombre d'arbres remarquables dans les Hauts-de-Seine, par exemple, etc. Donc tout ça, c'est des données qui, comme elles sont générées grâce aux services publics, ont vocation à être ouvertes, gratuites, partagées avec tout le monde. Mais il y en a des masses et des masses, donc c'est toute une histoire de réussir à les rendre disponibles et lisibles pour le grand public, pour les citoyens et les citoyennes, parce que on peut dire, en gros, c'est financé avec les impôts des gens et ce que l'État donne aux collectivités territoriales pour ce faire. Donc c'est normal que ce soit restitué au public. C'est un droit ancien qui date de 1978 ou 14. J'ai un blanc, voilà. On parle souvent de la CADA, voilà, du droit d'accès au code administratif, et ça découle de ça, et avec une vocation d'être encore plus proactif. C'est ça. Et alors, avec un quatrième point dans ma feuille de route, c'est l'éducation à Internet aussi, c'est-à-dire la lutte contre la désinformation, contre les fake news, etc. Et ça n'est pas que auprès des enfants et des adolescents, c'est aussi auprès des adultes. Parfait. Alors, on voit là, donc l'arrivée en la personne de Grégory d'un élu au numérique qui a une connaissance et une affinité pour ces enjeux, qui les défend. Quelle différence pour vous à la DSI par rapport à une situation antérieure où j'ai compris que vous aviez une relation de confiance? Là, vous avez l'arrivée d'un délégué au numérique, mais vraiment numérique, qui saisit son jeu, qui propose une préférence pour le logiciel libre. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de travail et d'approche? J'ai un vrai sponsor, comme on dit en conduite de changement. Hein. Donc j'ai un vrai sponsor sur ces sujets-là, sur lesquels, effectivement, ces sujets que je porte, moi, dans ma direction. Et du coup, j'ai la traduction véritablement feuille de route politique de ce que stratégiquement, je sens comme étant nécessaire comme direction pour l'informatique des collectivités territoriales, en tout cas de la mienne. Donc, pour moi, c'est un appui. Bon, la relation de confiance c'est faite facilement. Et effectivement, on a une communauté de vues à ce moment-là sur ces sujets-là.
Donc ça ne peut être que un plus dans la menée des projets stratégiques et de la feuille de route que moi j'ai pour ma direction. C'est vrai que souvent, quand on s'intéresse à ces sujets, on sait que l'importance pour que les collectivités puissent vraiment avancer, d'avoir cette coordination, tant de la part des élus que de la direction centrale aussi, et de la DSI. On sait à quel point c'est quelque chose qui... Complètement. C'est vraiment... ces sujets-là, comme c'est des sujets qui sont difficiles, qui sont éminemment politiques, sont vraiment... On a besoin de positionnement aussi au niveau le plus haut du décisionnaire, parce que il faut qu'on sorte de la logique technologique, parce que l'argument technologique n'est pas suffisant. Derrière l'argument, on le verra après, on en discutera quand on a fait notre Big Bang, il y a besoin à un moment donné d'articuler feuille de route politique, feuille de route stratégique de la direction d'administration et feuille de route de la DSI. Et quand c'est convergent et conjoint, comme il y a des frottements sur des projets de changement avec les logiciels libres, parce que c'est vraiment du changement, souvent, et la conduite de changement d'un projet numérique, on sait toujours que il y a des endroits où ça frotte beaucoup. Aujourd'hui, nous, DSI, on sait qu'un projet de changement vers l'open source ou du libre, on va embarquer dans le projet encore plus de freins au changement. Et quand il y a plus de freins au changement, on a besoin de plus de sponsors. Ça me paraît clair. Eh bien, vous avez évoqué ce Big Bang qu'on a mis dans le titre parce que je trouve l'expression intéressante et elle témoigne aussi de votre démarche. Alors, je vois l'heure qui tourne. En 2020, pour revenir, en 2020, il y a eu ce Covid et vous m'avez dit que vous aviez dû vous poser cette question. Je vous propose bien sûr d'en parler, mais peut-être nous concentrer sur comment ça a conduit dans un second temps à ce que vous avez appelé un Big Bang en 2022, un Big Bang sur les outils de messagerie. On sait que c'est souvent des questions difficiles, la messagerie, mais ô combien importante en termes de besoins et d'usage actuellement. Complètement. Oui, c'est important de repositionner à partir de 2020 parce que c'est la période qu'on connaît. Pour les collectivités territoriales, c'est la période du confinement. Enfin, pour tout le monde, c'est la période du confinement. Et pour les collectivités, on n'a aucune espèce d'expérience sur le télétravail. Ce n'est pas notre logiciel, pour le coup. Donc là, en 3 semaines, il faut qu'on trouve des outils, il faut qu'on trouve des choses pour donner la possibilité aux gens de travailler, parce que nous, on avait aussi la question de la continuité du service public. Donc là, en germe, j'avais déjà sa question de problématique d'outils collaboratifs, et je suis en veille encore plus sur ces outils qui vont nous permettre, post-Covid, de se dire: désormais, on est dans du travail hybride, ça va durer longtemps, et il faut qu'on trouve des outils de collaboration qui soient accessibles à tous, accessibles financièrement pour la collectivité, et qui puissent, dans le temps, nous permettre de travailler différemment et d'aller vers un autre modèle. Et un autre modèle, si possible, qui soit pas propriétaire. Parce que là, moi j'ai vu les choses se faire en 2020-2021, les modèles économiques des entreprises, les majors sur le marché du numérique, ça a complètement explosé, quoi. C'est-à-dire que c'est le début des offres développées en mode SaaS, les suites en ligne, etc. Ça, software as a service, c'est-à-dire qui s'exécute à distance sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc là, on est au travers de cette période qui est vraiment un moment important, une charnière. Il y a un avant et un après sur le numérique et aussi dans les collectivités. Donc là, je me dis, on ne peut pas se faire piéger par des systèmes all-inclusive, où en fait, je fais un gros chèque à la fin et je ne sais plus ce qui se passe. Je ne maîtrise plus rien, je ne maîtrise plus mon système d'information, je ne maîtrise plus mes données. Mais en même temps, ce besoin-là, il est majeur, il existe et il faut qu'on y réponde. Et c'est intéressant parce qu'on voit à la fois la problématique, ne serait-ce que d'un point de vue strict de maîtrise technique, et puis ça fait écho bien sûr à ce que Grégory, vous avez développé dans votre feuille de route, les enjeux politiques aussi d'une dépendance. Et voilà, donc ça c'est vraiment des questions importantes. Vous souhaitez compléter, Grégory, ou...
Non, on peut continuer. Enfin, Du coup, on continue. Donc ce moment, je suis désolée, je suis revenue sur 2020 parce que c'est vraiment un moment charnière. Je pense que pour tous les DSI de collectivités territoriales, c'est un moment de charnière parce que on a été obligé très vite d'intégrer d'autres manières de travailler que les entreprises privées avaient gérées de manière différente au fil du temps. Mais pour nous, il y a un avant et un après. Et donc, obligation de fournir des outils de collaboration pérennes. Et on en arrive à 2022 où on est obligé de se poser la question de changement technologique, là pour le coup, technique et technologique, de système de messagerie qui est trop ancien, donc qui est exposé potentiellement au niveau de l'environnement cyber. Et là, je me repose la question complètement en disant, je regarde ce qui existe aussi dans un autre écosystème. Parce que là, la note est trop lourde, financièrement. J'ai fait des expérimentations en open source sur de la JET collaborative, avec des outils collaboratifs open source. J'ai mis à disposition très très vite, pendant la crise Covid, pendant le confinement, les Jitsi, enfin voilà, ces plateformes-là, Big Blue Button, Jitsi, en ligne évidemment. Ce sont des outils de visioconférence. Des outils de visioconférence. Et la JED, tu peux de dire JED, ce que oui, c'est j'ai la dit JED collaborative. Donc je fais le choix, à un moment donné, d'avoir un projet de JED open source, JED collaborative. C'est quoi la JED collaborative ? Gestion électronique de documents. Merci. Pardon. Gestion électronique de documents, embarquant les outils collaboratifs, avec l'idée que il faut qu'on aille. Ça, c'est la cible. La cible, c'est le serveur de fichiers, c'est caduc. La cible, c'est la gestion électronique de documents avec les process, avec de l'archivage, avec etc., pour aller après derrière vers le système d'archivage électronique. Et donc, je fais une expérimentation sur une JED collaborative open source. Mais comme ce n'est pas très très mûr en interne, je choisis des directions pilotes. Et avec Grégory, des groupes d'élus pilotes. Et bon an, mal an, il y a des endroits où ça marche, et des endroits où ça marche pas. On a vraiment beaucoup de mal à avancer sur les outils nouveaux, parce que je décide à ce moment-là de ne pas y aller pour tout le monde en même temps, de la même façon. Je décide de faire des groupes de pilotage et des gens en me disant les groupes pilotes avec lesquels je vais travailler vont essaimer leur expérience, vont communiquer avec les autres. Et pour plein de raisons, qu'on a identifiées, ça fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner. C'est-à-dire je perds des gens en route mais j'ai des freins. Et il y a des endroits où ça aurait dû marcher, ça marche pas. Donc 2022, quand se pose la question du changement de messagerie, je me dis là on peut pas recommencer la même chose, on peut pas faire quelque chose qui est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, toi tu y vas et toi tu y vas pas. Donc là, c'est pour ça que je l'ai appelé le Big Bang. Je décide, quand je dis je, évidemment, après avis de la direction de l'élu au numérique, la direction générale, je présente en CODIR une alternative, changement de messagerie, mais pour des choix éthiques, politiques, économiques. Il m'en manque un, et technologique, d'ouverture, d'interopérabilité. On choisit une solution de messagerie open source avec tout l'écosystème autour de collaboration. Et ça, c'est reçu comment ? Alors, CODIR, c'est comité de direction. Comité de direction. Voilà. Auquel c'est pas les élus qui participent. Non, c'est non, vraiment que les directeurs de service et la direction générale. Là, je suis, quand on passe en CODIR, c'est qu'on a l'aval de la direction générale. Donc la direction générale porte ce projet, accepte ce projet. Les élus acceptent ce projet-là. Évidemment, ça a été vu facilement avant. D'ailleurs, ou ça vous avez dû convaincre En fait, c'est une fois que les élus se sont retrouvés avec le nouveau portail web pour se connecter à leurs emails que j'ai eu des retours. D'accord. Avant, c'était pas leur question. Okay, voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. D'accord. On va y revenir juste après. Voilà. Donc, c'est présenté, mais comme une décision qui est partagée, mais je partage sur les motifs, sur les objectifs, mais la décision, elle est prise. C'est pour ça que j'ai appelé ça un Big Bang. Et en gros, c'est à tel moment, pour tout le monde en même temps.
Et ce qui ne veut pas dire, est-ce que là, vous en avez parlé notamment lorsqu'on a préparé l'émission, que vous n'avez pas accompagné, et évidemment Alors, vous avez accompagné. Tout le monde en même temps ne veut pas dire qu'on n'a pas accompagné, effectivement, merci. Big Bang, voilà, c'est pas voilà. Big Bang, c'est le Big Bang du choix, c'est-à-dire on arrête un fonctionnement et on passe à un nouveau fonctionnement. C'est pour ça que j'ai appelé ça un Big Bang, par rapport à la GED où on avait dit on y va pour certains, on fait des groupes pilotes et puis on accompagne, etc. Là, on prend la décision d'investissement qui va vers la messagerie open source et les outils Big Blue Button, enfin Nextcloud, etc. Embarqués. Et on met en place un plan d'accompagnement. Donc là, avec tout ce qu'on peut mettre dans la balance, c'est-à-dire formation, tuto, accompagnement des services dans des réunions de services. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore ? Évidemment, les réunions diverses et variées, présentations aux élus, etc. Donc, il y a une chose qu'on avait parlé dans cette logique-là que j'ai trouvé très intéressant, c'était ce que vous appelez les JTEC. Voilà, donc du coup, voilà, on se dit, on fait de la formation. Donc on a un formateur interne sur la bureautique, donc on missionne le formateur aussi. Je fais des grands groupes. C'est-à-dire que je fais des présentations en grand groupe 3 semaines avant le basculement. Je fais des présentations sur inscription où tout le monde peut venir pendant 2 heures pour échanger. Comment je présente ce que va être la nouvelle messagerie. J'explique ce qui va changer. J'explique pourquoi on a choisi ça. 3 semaines avant, en disant voilà, ça va arriver, ce sera comme ça. Voilà, on va le faire ensemble, on y arrivera ensemble. Donc, présentation, accompagnement, les directions, les grands groupes. Ensuite, les formations pour ceux qui avaient besoin. Après la mise en œuvre, reformation, tuto, livret. Séance de formation en grand groupe avec les livrets, avec questions-réponses. Et puis, on met en place, on se dit, il nous manque encore des gens là. Il y en a qu'on n'a pas réussi à toucher parce qu'ils sont éloignés, parce que des agents qui travaillent dans les écoles, des agents qui travaillent aux espaces verts, à la voirie. Une mairie, c'est énormément de services, énormément de typologies de salariés et qui ont des besoins complètement différents. Et donc là, on se dit, il faut qu'on crée un moment, un lieu, un espace de temps et de lieu dans lequel les gens viennent sans avoir besoin de monter à la DSI. Parce que c'est un peu impressionnant, monter à la DSI. Et donc, on fait tous les mardis, on fait 2 heures. On appelle le JTEC, le journée de la techno, donc le JTEC. Et deux jeunes techniciens sont là à dispo. Et ils répondent à toutes les questions qui viennent. Ça peut être, je voudrais mettre la messagerie sur mon téléphone. Ça peut être, je comprends pas ce truc-là. Je voudrais faire une liste de distribution, j'y arrive pas, etc., etc., etc. Et soit ça déborde après sur le formateur. Et du coup, là, c'est de l'accompagnement personnalisé où on se dit, tiens, on n'avait pas pensé à ce besoin-là. On met en place cette formation-là en lien avec la RH. Soit, effectivement, ça peut être réglé comme du support et il va intervenir régulièrement. Je trouve que c'est une bonne idée de mentionner. Je trouve que l'idée est bonne et peut-être qu'elle pourra inspirer les personnes qui nous écoutent, que ce soit au sein de collectivités, d'entreprises qui font cette conduite au changement, de ramener finalement de l'humain aussi, de la formelle un petit peu. C'est ça. L'idée, c'est de faire redescendre l'informatique à la cafétéria. C'est-à-dire que l'endroit où on vient boire un café, on vient discuter à bâton rompu de choses, ça me casse les pieds, ce truc, j'arrive pas à le faire. Bon, bah là, il y a un endroit où je peux venir, il est accessible, il est là dans la cafétéria et je peux lui poser toutes mes questions sans avoir besoin de dire je vais toquer à la porte de la DSI, ils vont être tous sur leur ordinateur, ils seront pas disponibles. Donc, ça désacralise, quoi. Voilà, ça désacralise. On revient vers l'utilisateur. Et Grégory, vous me disiez, du coup, vous avez reçu des appels d'autres élus suite à ces changements. Ça peut être une illustration intéressante. Alors, j'ai certains de mes collègues qui sont très contents avec la nouvelle version des emails de la mairie à travers un portail web. D'autres qui ne le sont pas du tout. J'ai le cas d'un élu assez proche de moi qui, lui, utilise des ordinateurs Mac et le logiciel Mail des Macintosh depuis belle lurette. Il a 6 ou 7 comptes email différents dans son logiciel Mail sur son ordinateur qu'il utilise depuis 4 ou 5 ans au moins, quoi. Donc il fait des exports d'archives régulièrement au cas où l'ordinateur disparaît un jour. Et avec le nouveau portail web des emails, il retrouvait plus ses petits. Il n'arrivait pas à connecter le nouveau serveur de mail à son logiciel sur Mac. C'est un logiciel relativement ancien par rapport à cette solution-là. Donc, il a pas mal galéré pendant un moment.
avant de se résoudre, il me semble, à passer par le portail web pour récupérer ses emails de la mairie, sachant qu'il les a aussi sur son smartphone. Parce que vous avez fait tout ça. Alors, je vois le temps qui défile juste pour mentionner ce que vous avez utilisé la solution de BlueMind, me semble-t-il, qui est du logiciel libre, donc interopérable. Donc en fait, le problème venait plutôt parce que Apple se connecte, j'imagine, difficilement. Voilà, le problème. Surtout, il avait une configuration monstrueuse avec 6 ou 7 boîtes différentes. Okay. C'est les complexités parfois informatiques. Voilà. Alors, je vois le temps avance et je veux qu'on se laisse du temps notamment pour parler d'inclusion numérique, mais peut-être dresser quel bilan. Là, en 2022, vous avez commencé, donc ça fait 2 ans. J'imagine que c'est toujours en route, mais ça me semble bien installé ce que vous m'avez dit. Quel bilan vous en tirez, l'un et l'une d'ailleurs comme l'autre? Alors, un bilan, techniquement, on est passé dans un environnement complètement différent de la solution classique qu'on utilisait des fournisseurs qu'on connaît. On a des choses positives et des choses qui sont encore à travailler avec l'éditeur, avec les utilisateurs. Moi, je dirais qu'on est sur le chemin. Au bout d'1 an et demi, c'est devenu incontournable. Donc, les gens ne se posent plus la question d'autre chose. Il reste des choses à régler. On a des problématiques, par exemple, sur les VIP, les gens qui sont un petit peu, qui ont des besoins un peu spécifiques sur lesquels, effectivement, on a retravaillé un petit peu différemment. Mais voilà, on prend les besoins au fur et à mesure. On n'est pas complètement, bloqué sur tu utilises la version web absolument. S'il y a besoin de fonctionnalités avec un client de messagerie, on installe un client de messagerie, c'est interopérable aussi. Donc voilà, on s'adapte. On s'est adapté aux besoins en fonction des typologies d'usage et les choses avancent tranquillement. Il n'y a plus de remise en cause flagrante en disant oui, mais avant c'était mieux. On est passé à autre chose. Ça y est, ça roule. Et c'est une question qui était venue sur le salon et qui effectivement, vous avez fait tout cela avec une équipe assez restreinte, il me semble. Très restreinte. Vous êtes combien à la DSI dans la À la DSI, au niveau technique, j'ai 2 responsables techniques et 2 techniciens et un chargé de projet. Voilà, pour une grosse centaine, plusieurs centaines de postes, on le rappelle. 700 postes. 700 postes, voilà, donc on va... bravo, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent. Et pas d'accompagnement, je dirais, en termes de... on travaille avec un éditeur de manière très proche pour la mise en œuvre, mais pas de prestation d'accompagnement, de formation, etc. On a fait tout en interne avec nos compétences, nos tutos, on a tout réécrit pour que ce soit le plus proche de l'utilisateur et de ce qu'on connaît de nos utilisateurs. Très bien. Grégory, vous avez quel regard vous portez sur un bilan ou... Moi, le regard que je porte, c'est que c'est intéressant de voir comment il y a des enthousiasmes et il y a aussi parfois des résistances. Et à quoi sont dues ces résistances ? Et vraiment, si j'avais un message à faire passer à un ou une future responsable politique dans une mairie ou autre, c'est l'accompagnement humain est absolument essentiel. C'est-à-dire que toujours l'écho qu'on a effectivement. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant de ce que Corinne appelle le Big Bang, c'est-à-dire dire, alors, évidemment, on avait annoncé à l'avance, on avait dit mais à partir de telle date, vous utilisez telle adresse pour voir vos emails de la mairie, et point barre, pas autre chose. Donc ça, c'est important que ce soit la même règle pour tout le monde, plutôt que effectivement le faire petit bout par petit bout, parce que là, les gens sont vraiment hésitants. Mais une fois que c'est fait, il faut vraiment de l'accompagnement, prendre du temps d'expliquer des choses qui peuvent être très simples. Par exemple, il est où le bouton si je veux transférer un email à quelqu'un d'autre ? Je le retrouve pas habituellement, il est dans tel coin. Je dis oui, mais là l'environnement est légèrement différent, il est à tel endroit quoi, plutôt que tel autre. Ah d'accord, il était là, ça fait 2 semaines que je cherche. Vraiment des détails vraiment simples. Ou moi j'ai été confronté par exemple à une assistante en mairie qui retrouvait pas ses petits dans le système de gestion électronique de documents. Parce qu'elle me disait mais quand je suis sur le portail tous ces icônes là sont tellement petits, j'arrive pas à comprendre où sont les choses, et elle savait pas qu'elle pouvait appuyer simplement sur CTRL+ dans son navigateur pour avoir des boutons et des textes beaucoup plus grands. Rien que ça lui a changé la vie du jour au lendemain. Ok, d'accord, c'est bon, je comprends, je vois où sont les choses, tout fonctionne bien.
Donc c'est des choses qui, quand on est un petit peu versé en informatique, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de faire, mais qui sont pas des évidences pour tout le monde. Et c'est tout à fait normal, quoi. C'est ce que les geeks appellent les normies, c'est les gens normaux. C'est vraiment des gens normaux. C'est les gens qui sont geeks comme vous et moi. C'est nous qui sommes pas tout à fait normaux. Et d'où l'importance de l'accompagnement, du partage. Et côté interface, et le poids de l'interface utilisateur. C'est-à-dire que vraiment, dans ce monde numérique extrêmement complexe dans lequel on est, un utilisateur lambda, qui n'a pas de compétences particulières, qui utilise son environnement numérique de manière basique, le changement d'interface utilisateur, c'est majeur. C'est-à-dire que vraiment, on est dans la mémoire du corps aussi, au niveau des schémas cognitifs. C'est-à-dire que je vais là, je ne réfléchis plus parce que je vais là. Et effectivement, ça fait 15 ans que je suis dans un écosystème identique. Et donc, j'ai des réflexes qu'il faut déconstruire. Et ça, c'est compliqué. Et comme c'est compliqué humainement parlant, il faut encore plus accompagner. Ça me paraît des beaux conclusifs sur ce sujet important, parce que je vois il est déjà 45, mais je m'étais engagé à vous permettre, parce que le sujet est effectivement important, évoquer la question de l'inclusivité numérique. Alors on va essayer, si on peut faire ça en 2 minutes, ce serait parfait. C'est un défi. C'est un défi. Alors, inclusion numérique, donc sujet majeur aujourd'hui. Présent dans la feuille de route. Voilà, ouais. Présent dans la feuille de route, présent et du coup axe de mon projet de direction. On ne peut pas aujourd'hui développer des outils, être DSI et pas parler d'inclusion numérique. C'est impossible. Parce que dans une collectivité territoriale, l'inclusion numérique, c'est pour nos propres agents. Parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous besoin des mêmes outils. On a des gens qui sont dans les agents territoriaux éloignés du numérique parce qu'ils en ont pas besoin tous les jours. Mais en fait, dans la vraie vie, ils en ont besoin tous les jours. Donc, on a ce rôle-là auprès de nos agents, donc d'inclusion, pour pas qu'il y ait ceux effectivement qui ont la formation et ceux qui l'ont jamais ou alors un mois après. Voilà. Il y a l'inclusion numérique envers les usagers des services publics, et il y a l'inclusion numérique vis-à-vis de tous les citoyens, c'est-à-dire la possibilité aussi d'avoir des outils qui nous permettent d'exercer la démocratie. Donc, pour tout ça, on a décidé de créer une offre avec un espace public numérique dans les maisons de quartier, dans un quartier, avec un formateur attitré qui fait des sessions de formation de 10 heures et sur des thématiques qui correspondent aux besoins vraiment formalisés par les usagers, qui fait des ateliers personnalisés, etc. Et donc ça, c'est vraiment pour nous très important de continuer à avoir un espace où les gens peuvent venir, être accompagnés dans les démarches, se former ou simplement venir pour utiliser un matériel à disposition gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la direction de la vie des quartiers, qui est évidemment portée par l'élu numérique et aussi l'élu sur la vie des quartiers. Donc c'est un projet conjoint et commun de la DSI avec la direction des quartiers pour vraiment mettre à disposition des usagers un espace qui soit pour eux d'accompagnement aux démarches numériques pour pas laisser les gens sur le côté. Super. Et un enjeu vraiment, fracture numérique, on en parle de plein de manières de l'aborder, mais c'est un enjeu essentiel et bravo de vous engager là-dessus. Notre échange, malheureusement, arrive à sa fin. J'aurais aimé continuer à discuter avec vous. On n'a pas parlé de la durabilité. Est-ce que vous faites également des efforts là-dessus? Grégory, vous nous parlez de Mastodon. Vous avez fait des tutoriels là-dessus. On n'aura pas le temps d'en parler, mais je mets les liens. Je renvoie, bien sûr, les personnes pour qu'elles creusent sur le sujet. Je renverrai également vers l'émission qu'on a fait sur Mastodon. Donc, Grégory Gutiérrez, élu à Malakoff au numérique et citoyenneté. Corinne Mijon, DSI de la ville de Malakoff. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps d'échanger avec nous et bravo pour ce que vous faites pour le logiciel libre. Nous allons à présent faire une pause musicale. Résistance par When the Birds Left. Cause commune 93.1.
Nous venons d'écouter Résistance, un extrait de Résistance par When the Birds Left, disponible sous licence Creative Commons Attribution. C'est bye. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu pour l'April, vous écoutez Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, et nous allons passer à notre dernier sujet. Les lectures buissonnières de Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à l'April qui vient de nous rejoindre en studio. Lectures buissonnières ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Bonjour Vincent. Bonjour Étienne. Nous t'écoutons. Oui, alors cette fois-ci, je vais parler sous ton contrôle, Étienne, parce que je vais parler un peu de droit constitutionnel et je sais que tu es beaucoup plus calé que moi. Ouh, ça remonte à quelques années maintenant. Mais... Voilà, alors oui, parce qu'aujourd'hui, je vais clore le cycle sur l'ouvrage Une histoire des libertés associatives de Jean-Baptiste Jobard que j'avais commencé en janvier. Alors évidemment, il serait difficile, voire même indécent, d'ignorer l'actualité politique des dernières semaines et le résultat de dimanche dernier. Je rappelle à celles et ceux qui écouteraient une rediffusion que cette chronique est tenue en direct le mardi 2 juillet, autrement dit entre les deux tours des législatives, et que nous ne savons pas encore à quelle sauce nous allons être mangés. Alors l'inquiétude quant à l'arrivée du pouvoir de l'extrême droite est largement partagée par le monde associatif. Le mouvement associatif, anciennement CPCA, dont les membres nationaux font partie des plus importantes têtes de réseau en France et qui de ce fait représente plus de 700 000 associations, a publié une tribune au titre explicite, je cite, « L'extrême droite, une menace pour l'action associative et citoyenne ». Cette tribune est disponible sur le site lemouvementassociatif, tout attaché, .org. Vous y trouverez également l'impressionnante liste des signataires, ainsi que d'autres prises d'opposition de différents réseaux. Mais je vais cependant pas m'étendre ici sur ces menaces très actuelles. Pour nous remonter le moral et nous rappeler que l'état de droit est une construction lente, qui ne se détricote pas en un jour, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui finit bien. J'aime bien les histoires qui finissent bien. Qui finit très bien même, car ses conséquences vont aller bien au-delà des libertés associatives. Alors pour cela, nous allons remonter 50 ans en arrière, au début des années 70. À cette époque, quelques années après mai 68, fourmillaient des groupuscules d'extrême gauche. Attention, là je vous parle de vraie extrême gauche, où on se jetait des anathèmes entre maoïstes, marxistes-léninistes, trotskistes, voire adeptes de l'albanais Enver Hoxha, et à côté duquel notre gauche radicale actuelle passerait pour des sociaux-démocrates mous du genou. Un de ces groupuscules, la gauche prolétarienne, avait été dissous en 1970, mais son journal, La Cause du Peuple, continuait d'être publié. Pour vous plonger dans l'ambiance, je vous ai mis en lien la vidéo sur le site de l'INA de l'interpellation de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, distribuant La Cause du Peuple en 1970. En 1971, emmenés par Simone de Beauvoir, des intellectuels créent l'association Les Amis de la Cause du Peuple. Mais le préfet de police, à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, en refuse l'enregistrement. Cette décision est contestée devant le tribunal administratif qui fait droit à cette demande. Raymond Marcellin décide alors de faire voter une loi pour instituer un contrôle administratif de la déclaration des associations. Le Sénat saisit alors le Conseil constitutionnel. Alors, celui-ci, jusqu'à présent, avait un rôle effacé, contrôlant plus les initiatives des parlementaires que l'action du gouvernement. Ce dernier, donc le Conseil constitutionnel, va prendre une décision historique. Il va rejeter le projet de loi de Raymond Marcellin, et sur la base suivante, en considérant que la Constitution de 1958 ne se limite pas à ses seuls articles, mais s'étend à son préambule, qui lui-même inclut le préambule de la Constitution de 1946, ce dernier, j'espère que vous me suivez, faisant référence aux, je cite, « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». S'invente alors le principe de bloc de constitutionnalité qui comprend la Constitution de 1958, mais aussi les grandes lois de la Troisième République. Bon, alors je n'ai donc aucune compétence en droit constitutionnel comme je l'ai dû, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il faut simplement retenir de cette décision qu'elle va sacraliser en quelque sorte la loi de 1901 et permettre la liberté d'association de se hisser au rang de principe à valeur constitutionnelle.
L'autre aspect historique de cette décision, c'est que le Conseil constitutionnel va sortir de sa léthargie et gagner en importance, mouvement amplifié par la réforme de 1974 permettant sa saisine par une soixantaine de députés ou de sénateurs. On sait le rôle qu'il a aujourd'hui. Ses détracteurs hurlent au gouvernement des juges, mais on est bien content qu'il se présente lui-même comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales. Voilà, alors bien sûr, je pourrais noircir le tableau, en rappelant tous les moyens dont peut user un gouvernement, d'extrême droite ou non, pour restreindre les libertés associatives tout en restant dans les clous de la Constitution. Coupure de subventions, retrait d'agréments, contrat d'engagement républicain dévoyé, immatriculation comme agent d'étranger. J'en passe des meilleurs, il n'y a qu'à regarder les pratiques des tenants de la démocratie libérale à l'étranger. Mais ne nous décourageons pas, le pire n'est jamais certain. Reprenons des forces cet été, de nombreuses mobilisations nous entendent à la rentrée. Merci beaucoup pour cette chronique, Vincent, fort à propos, elle fait du bien, et je ne peux que te rejoindre, ce n'est qu'unis et solidaires qu'on avancera sur les routes de l'émancipation, et à mon sens d'ailleurs, c'est exactement le sens du mouvement du logiciel libre. Donc merci encore pour cette chronique, et alors c'est la dernière de cette saison, et on se retrouve, il me semble bien, à la saison prochaine, donc à la rentrée dès septembre, pour de nouvelles chroniques, de nouvelles lectures buissonnières. Oui, tout à fait. Super, parfait. Eh bien, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors une première annonce qui intéressera surtout les personnes qui nous écoutent en direct. Et effectivement, que faites-vous ce soir ? Si vous êtes intéressé par le langage de programmation Ruby, une rencontre est organisée ce soir à Paris à 19h15, donc ce soir mardi 2 juillet, comme tous les premiers mardis du mois. Echarp, bénévole à l'April et développeur de l'agenda du libre, y fera une présentation. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Dimet, là où nous diffusons en ce moment. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 5 juillet. Le 4e camp Chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, se déroulera du jeudi 11 au lundi 15 juillet 2024 à l'antenne dans la ville de Sévérac en Loire-Atlantique. Inscription obligatoire, tous les liens utiles sur la page de l'émission sur l'agendadulibre.org. Enfin, collectivité, en plus c'est en lien avec l'émission du jour, donc collectivité, n'hésitez pas à participer à l'édition 2024 du label Territoire Numérique Libre. Ce label est une initiative de l'Adulact destinée à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres et systèmes d'exploitation libre au sein des collectivités territoriales françaises. L'April a l'honneur d'être membre du jury de ce label, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 8 novembre 2024. Je vous invite à consulter de manière générale l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et de la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, l'incroyable Luc, Corinne Mijon, Grégory Gutierrez, Vincent Calam. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Languin, Julien Haussmann et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, ainsi que mon collègue Frédéric Couchet. Vous trouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à la faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 9 juillet à 15h30 toujours, la dernière de cette saison. Notre sujet principal portera sur le deuxième texte, la parité dans les communs littéraires. Nous vous souhaitons de passer une belle journée. On se retrouve donc en direct mardi 9 juillet et d'ici là, portez-vous bien.